Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous retrouver pour cette autre édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux thèmes parus dans la presse en semaine. Au centre de nos échanges ce dimanche, l'affaire Bissek, on l'a appris lundi dernier, 4 personnes, dont 2 ex-cadres de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, ont été mis en détention à la prison centrale de New-Bel à Douala. Il leur est reproché, selon les informations rendues publiques par la presse, faux et usage de faux. Les 4 individus interpellés sont également soupçonnés d'être à l'origine d'un détournement de près de 50 milliards de francs CFA dans cet établissement bancaire. Une affaire que certains journaux qualifient déjà de scandale financier. Comment comprendre l'affaire Bissek? Comment comprendre que ce qui apparaît comme une chaîne de détournement ait pu se tisser dans cet établissement bancaire pendant plusieurs années sans que personne ne dise mot? Quel est le rôle de la COBAC, de l'audit financier, de l'audit bancaire? Autant de pistes qui vont guider les échanges de ce dimanche. Autre sujet à notre table ce jour, c'est celui relatif à la réforme du système, du système national d'identification. Le nouveau système a été lancé mardi dernier à Yaoundé. Principale innovation, les cartes nationales d'identité comportent désormais des puces électroniques. Pour le gouvernement, il s'agit à travers cette réforme de mieux sécuriser la nationalité camerounaise en limitant, entre autres, les multiples identités. Mais pour certains, en le faisant, le gouvernement met la charrue avant les bœufs. Ces observateurs estiment que l'on ne saurait sécuriser la nationalité camerounaise sans au préalable la mise en place d'un fichier national d'état civil informatisé. Et avant de refermer cette émission, un mot sur la situation de la Cameroun Olympic Team à Rio de Janeiro, où les Jeux Olympiques sont ouverts depuis le 5 août dernier. Les représentants camerounais passent peut-être en ce moment même leur dernier jour au Brésil. Et pour cause, les échecs du Cameroun à Rio de Janeiro se succèdent en cascade. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu qui va constituer l'émission de ce dimanche. Mais avant, vous le savez, un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour comprendre et savoir comment la presse a traité les sujets retenus pour cette semaine. Bonjour à vous, Flavien. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on fait cette revue de la presse et nous allons commencer certainement par l'affaire Bissek qui est revenue sur plusieurs journaux en semaine. Et comme vous le dites donc, la nouvelle expression qui a donné le ton a commencé par dire, en tout cas je me répète à ce niveau-là, que les arrestations ont commencé véritablement, c'est ce que la nouvelle expression exprime, avec notamment les noms des personnalités qui ont été interpellées par la justice, et avec également celui qu'on présente comme le tout-puissant de une localité dans la région du Sud, avec notamment Fifinda, donc cette localité qui appartient à Sa Majesté Ondouankou aujourd'hui, qui est désormais aux arrêts. Là-bas, ce sont des larmes, selon notamment les populations, qui n'arrivent plus à dormir parce que c'est lui qui faisait tout là-bas. C'est ce que nous apprend d'ailleurs le journal. Le même journal s'intéresse également à cette affaire avec notamment Ngando Mbongue qui avait déjà été présenté par la presse comme celui-là qui a commandité la situation, tout ce qui est arrivé aujourd'hui à la Bissek, lui qui gérait l'argent, manipulait tout, c'est ce que nous apprend Europe Plus d'ailleurs, qui fait savoir que c'était un véritable homme à craindre durant son séjour donc à la Bissek, et le journal Europe Plus avait déjà démontré qu'il était celui-là qui gérait donc la situation, c'est du moins ce qu'on lit dans le même journal ce matin. Donc le journal Le Jour, qui s'intéresse également à cette situation, parle des soupçons d'arrestation et que ce ne sont pas que les Camerounais qui sont impliqués dans cette affaire. Du moins, il y a bien entendu des responsables européens qui sont aussi impliqués, mais qui doivent être également interpellés selon la plupart des journaux et ce que nous apprend d'ailleurs le quotidien Le Jour. Autre sujet traité par la presse également ce matin, vous n'avez peut-être pas l'occasion, on a parlé des ex-cadres également de la Bissek, ça c'est ce que nous apprend également le Messager sur cette affaire des scandales financiers à la Bissek. Voilà ce que la presse dit sur le premier sujet de ce matin. Et le deuxième sujet donc qui nous intéresse ce jour, Flavien Dongo, l'avons dit, c'est la réforme autour donc, de la sécurisation de l'identité camerounaise. Le chef de l'État a publié à cet effet un décret en début de semaine. Bien entendu, on a parlé de la nouvelle carte nationale d'identité et comme vous le savez, la presse est revenue sur cette question avec notamment la charrue avant les bœufs. C'est le grand titre de la nouvelle expression de ce matin qui fait savoir qu'une affaire de carte nationale d'identité avec puce ne peut forcément pas apporter la solution à toutes les difficultés, mais qu'il faut d'ailleurs informatiser les actes de naissance. C'est du moins ce qu'on dit dans la presse ce matin et avec aussi des réactions de certains experts qui estiment que ce n'est pas la solution aux difficultés que rencontrent les Camerounais. Donc, le sujet a été mené également par plusieurs journaux, notamment la Nouvelle Expression, Le Messager et même Le Jour, qui s'intéresse donc à cette situation. Et Le Jour qui fait savoir que c'est désormais parti. Aujourd'hui, chaque Camerounais peut désormais avoir sa carte d'identité avec puce
Et le délégué général à la Sûreté nationale qui intervient dans ce journal nous apprend que 600 cartes peuvent être donc réalisées, tout au moins fabriquées en 1 heure, ce qui permettra donc à chaque Camerounais d'avoir une carte d'ici la fin de l'année. Et même cela permettra également de détecter ceux qui font de l'usurpation au niveau des noms et autres documents qui sont également concernés par cette affaire. Du moins, la presse est largement revenue sur cette question, mais fait savoir que ce n'est pas l'essentiel, c'est pas la solution à toutes les difficultés que rencontrent donc les populations camerounaises. Donc le journal qui fait savoir que d'après un enseignant de l'université, on se débrouille seulement en parlant notamment de la carte nationale d'identité informatisée. C'est aussi ce que la Nouvelle Expression propose sur cette question. Voilà du moins ce que la presse propose sur les 2 sujets. Et j'imagine que vous allez également parler du football ou du sport avec également donc cette Cameroun Olympique la Cameroun Team, Olympic voilà. Team, les Camerounais qui ont au moins un brin d'espoir. Des difficultés. Mais avant les difficultés, il y a eu quand même un Camerounais qui est sorti avec une médaille. Pas même une si médaille, c'est pas mais une victoire. Une Voilà. victoire qui peut Très bien. également pousser à une médaille aussi. Bien d'autres Camerounais sont encore en liste de toute façon. Merci Flavien Ndongo pour cette revue et vous l'avez dit, on parlera donc de ces Jeux Olympiques avec cette difficulté pour le Cameroun de se démarquer, mais avant on fait déjà connaissance avec les invités de ce dimanche et ce dimanche nous avons à notre table le plaisir de recevoir Serge Aimé Bikoy. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine, merci de m'avoir invité. Alors je rappelle, vous êtes journaliste, mais vous êtes également sociologue du développement. Exactement. Edmond Kamga est avec nous, notre consultant maison. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les copanélistes, surtout bonjour à tous les téléspectateurs fidèles qui nous regardent en ce moment. Journaliste en service à la Nouvelle Expression. C'est le cas. On a également ce jour Monsieur Max Ouabo qui est sur notre plateau. Bienvenue monsieur et bonjour à vous. Bonjour Albertine et bonjour également à tous les copanélistes et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Vous êtes consultant bancaire et en microfinance. Oui, c'est bien ça. Et puis nous avons également sur notre table ce jour Edouard Fauchivet. Bienvenue sur notre plateau, monsieur. Vous voulez dire Edouard? Edouard Parce que Fauchivet. Edmond est à ma droite. Edouard, peut-être que vous êtes à côté, c'est pour Voilà. ça que les prénoms... Merci à Bertine de nous avoir invités. Alors, vous êtes opérateur économique. Vous n'aimez pas trop ce qualificatif, mais Je suis opérateur économique. Économiste et spécialisé dans le transport. directeur général du groupe 2M, président du GEPA. Ben voilà, spécialisé dans les transports. Voilà. Voilà, c'est cela. Opérateur économique, directeur général, ça semble être un peu la même chose. Voilà, on va donc débuter cette émission et on l'a dit, on commence ce dimanche directement par les sujets qui nous intéressent. On parlera de l'affaire Bissek, où on en parle. 4 personnes, je le rappelle, ont été interpellées donc en début de semaine. Ils ont été mis en détention à la prison centrale de Noubel à Douala. Il s'agit donc, selon les informations relayées par la presse, de personnes soupçonnées de faux, d'usage de faux, également d'être à l'origine d'un détournement de plus de 50 milliards de francs CFA dans cet établissement bancaire. Alors, Edmond Kamga, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une fois encore, le déroulement des faits donne raison à la presse qui était quand même parmi les premières personnes, les premiers à ébruiter un peu cette affaire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce qui arrive donne raison à ce que la presse avait annoncé? Et peut-être qu'il faut signaler quand même que l'une des particularités de cette affaire, c'est qu'elle restait sous jacente pendant longtemps. Oui, effectivement, je crois que la presse camerounaise a toujours été à l'avant-garde sur ce dossier comme sur bien d'autres dossiers, notamment sur la plupart des scandales financiers auxquels on assiste dans ce pays. La presse a toujours été au cœur, n'est-ce pas, de l'actualité. Et souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années, c'est la presse qui relayait, n'est-ce pas, l'opération des baleines, des grosses baleines. À l'époque, il y a un ancien ministre, n'est-ce pas, de la fonction publique et du contrôle de l'État, qui est un leader de parti politique, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, dans une structure qu'on appelle la CONAC, qui entendait lutter contre les grosses baleines. Malheureusement, le chef de l'État ne lui avait pas donné la possibilité de combattre les grosses baleines. Il avait démissionné, mais aujourd'hui, on le voit, il se retrouve dans une institution qui lutte contre la corruption. Je ne vais pas le citer. C'était une parenthèse. Pour dire que la presse a toujours été au cœur, n'est-ce pas, de l'actualité, pour dénoncer les scandales, pour qu'il y ait de l'assainissement financier. Et dans ce cas précis, en ce qui concerne la Bissek, on a vu toute la presse nationale, privée comme publique, les médias d'État également, se ruer, n'est-ce pas, sur cette actualité, d'abord pour annoncer les faits.
qu'il y a 4 personnalités, n'est-ce pas, dont 2 banquiers, un directeur général adjoint, un ancien directeur général adjoint, un ancien directeur de la comptabilité et de la trésorerie, un expert comptable, et puis un opérateur économique, n'est-ce pas, directeur d'une société qu'on appelle Interface, qui ont été interpellés, qui, au moment où je vous parle, sont détenus, n'est-ce pas, à la prison de Nobel, qui attendent d'être jugés. Et dans ces affaires, comme tu l'as si bien dit, il s'agit de la distraction de 50 milliards. Ouais. Est-ce que ce sont seulement ces 4 personnalités qui ont participé à la distraction de ces 50 milliards? D'après les informations que relaie la presse, il faut dire que ces personnalités ne sont pas les seules. D'autres personnes probablement vont être interpellées dans les jours qui suivent. Mais il faut dire que la période concernée, elle est grande quand même, entre 2003 et 2015, montre très bien qu'il y a eu le passage de plusieurs directeurs généraux à la tête de cette structure, avant que n'arrive l'actuel directeur général, qui, au terme d'une enquête interne, a constaté qu'il y a des procédures non conformes. Et c'est cela qui a amené, n'est-ce pas, la BICEC à porter plainte auprès de la justice pour que les choses soient un peu plus claires. Mais le communiqué de la BICEC rappelle qu'en réalité, c'est après avoir constaté que la presse a relayé certaines informations pour vous dire qu'effectivement, c'est grâce au travail, l'importance de la presse dans ce dossier. Elle a été, dès le début, elle est là, elle suit le dossier et elle va continuer encore. Alors, Sajame Biko, je le disais, la particularité aussi de cette affaire, c'est qu'elle est restée sous-jacente pendant bien des années, on dit 12 ans à peu près, la période des faits. Mais en tant que journaliste, j'imagine que vous n'êtes pas peut-être trop surpris par la tournure que prend cette affaire aujourd'hui. Est-ce que vous l'êtes? En fait, de toutes les façons, lorsque l'on voit véritablement comment se sont structurés un ensemble d'investigations, on ne peut pas être surpris parce que véritablement, vous savez que dès le départ, c'était l'air des soupçons, parce qu'on ne pouvait pas véritablement condamner un ensemble de personnalités d'une telle envergure. Mais véritablement, on s'est davantage rendu compte que nous sommes passés justement de la phase des soupçons aux arrestations. Et c'est la raison pour laquelle on peut davantage constater véritablement qu'il y a eu un ensemble d'enquêtes suffisamment approfondies qui ont été davantage menées pour véritablement constater qu'il y a un ensemble d'acteurs qui avaient créé un ensemble de microsystèmes, notamment au sein de la BICEC, de manière qui est un ensemble de travers. Parce que lorsque vous voyez justement cette affaire-là, il y a un toile de fond, le faux, l'usage de faux, les factures fictives, de même que la fraude, qui est véritablement outrancière. Et ça montre véritablement qu'en 12 ans, puisque la période a été déjà délimitée, ces acteurs ont véritablement créé un sous-système au point où on a justement présenter un ensemble de mécanismes de démantèlement d'un ensemble de ressources. Lorsque l'on se retrouve aujourd'hui à 50 milliards de francs CFA, c'est un pactole qui est véritablement relevé. Et là, ça nous permet davantage de constater que sur le contenu historique, il y a justement au centre de cette affaire, et il faut déjà le relever, l'ancien directeur de la comptabilité de la trésorerie, Samuel Ngando Mbongue, pour ne pas le nommer, qui justement avait présenté un ensemble de différences par rapport à la gestion même des comptes, parce qu'on a justement révélé, selon un ensemble d'enquêtes qui ont été faites, qu'il y avait justement ces factures fictives qui avaient été réglées via un compte qui ne répondait pas justement aux normes déterminées par rapport au circuit de la traçabilité d'un ensemble de ressources financières. Et c'est ça qui a posé un ensemble de questionnements à telle enseigne qu'il a été justement démantelé. Mais il faut relever que ce dernier avait d'ailleurs été avec la clé des champs. Heureusement qu'il a été justement saisi quelques mois plus tard par les circuits d'Interpol, au point où aujourd'hui on se rend davantage compte qu'il est véritablement au banc des accusés. Alors, Maxwell Bolon, des points qui retient l'attention dans ce dossier, c'est notamment cette période, 12 ans. Alors, comment comprendre qu'en 12 ans, que rien n'a été remarqué, si je peux m'exprimer ainsi, comment en 12 ans un réseau, manifestement un réseau de détournement a pu se tisser dans un établissement bancaire et qu'on ait pu procéder à des surfacturations, qu'on ait pu eu des usages de faux, comme on le dit dans la presse, et que personne n'ait levé le petit doigt. Comment est-ce que ça s'explique? Comment est-ce que ça pourrait s'expliquer? J'avoue que, avant que de répondre à la question, je suis vraiment flatté parce que quand j'écoute les journalistes sur ce plateau, qui ont mené par le passé une analyse, qui ont même décrié cela, et maintenant, est-ce qu'on les a compris lorsqu'ils ont dénoncé cette situation? Là encore, il faut se poser un ensemble de questions. Maintenant, je dois dire, et moi je préfère être franc, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Lorsque j'ai
mon défunt père, qui est décédé, il était cadre supérieur de haut niveau à la Banque centrale. Il attirait souvent mon attention lorsqu'on discutait. Il me disait souvent, pourquoi la COBAC n'a jamais mis une société française sous administration provisoire? Il me posait toujours cette question. Pourquoi la COBAC n'a jamais mis une société française sous administration provisoire? À partir de là, je vais donc dire deux choses. Voilà une entreprise qui a un directeur comptable de la trésorerie, encore qu'il faut même le dire, que c'est quand même surprenant. On ne peut pas dans une structure avoir quelqu'un qui joue le rôle de la comptabilité et qui joue également le rôle d'une trésorerie. C'est deux fonctions incompatibles en comptabilité. Vous ne pouvez pas être celui-là qui doit imputer un ensemble d'opérations dans des comptes et être encore celui-là qui doit justement organiser une trésorerie. Je dis c'est un scandale. Alors moi je vais peut-être pour planter un décor, pour qu'on se comprenne bien, il y a même intérêt à juger et je préfère me prononcer. Je vais donc citer le professeur Mathias Onangini qui disait de manière claire ce qui se passe à la BICEC. Nous disons tout simplement que la BICEC est atteinte d'une syphilis managériale. Et cette syphilis managériale, je dis, il ne faut pas seulement regarder ça au niveau des surfacturations, il faut aller plus loin, regardez. Et la BICEC n'est pas la seule structure qui est concernée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le virus a été contracté en 2004, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 12 ans. Comment comprendre que pendant 12 ans, on est resté tranquille? Mais alors, si on est resté tranquille, c'est tout simplement que ceux qui étaient justement à la tête de la BICEC ont bien voulu que ça reste comme ça. Donc pour vous, on le savait. On est juste resté pour moi, honnêtement, on le savait. Et je le dis en toute franchise. Tous les 3 directeurs généraux qui sont passés à la BICEC avaient parfaitement connaissance de cette situation. Mais pourquoi ils n'ont pas dénoncé en leur temps? Je vous réponds. Vous avez 2 acteurs principaux. Un, vous avez M. Ngando, qui était directeur de la comptabilité et de la trésorerie, et qui était, il faut le dire, il était du RDPC. Ça, il faut le dire froidement. Vous avez d'un côté, comment on appelle, l'ex-DGA, M. Ondoa, qui, je crois qu'il était également du RDPC, peut-être même du comité central. La question, c'est, M. Ngando, qui était chef de chœur dans une chorale qui est, je crois que c'était la Mecque, lorsqu'il passait dans des chaînes de télé, il pouvait montrer, faire des dons de 10 millions, 20 millions, très rapidement, les fidèles de cette église devaient applaudir. Maintenant qu'il est dans les salles draps, j'aimerais également que tous ces fidèles, les prêtres qui recevaient ça, les pasteurs, qui viennent sur les plateaux qu'on en parle. Merci. Maintenant, du côté de M. Ondoa, M. Ondoa, je dis c'est la même chose qui s'est passé avec M. Ngando. Maintenant, je vais interroger le fond. Qu'est-ce qui s'est passé? chuter par là pour qu'on puisse... Je vais chuter par là. Mais sachez quand même qu'en dépit de tout, si les 3 DG qui sont passés n'ont pas parlé, c'est pas qu'ils n'avaient pas de pouvoir, mais en fait, ils étaient fragilisés. Ils étaient fragilisés par 2 personnes. Vous avez M. Ngando, qui pouvait brandir sa casquette du RDPC. Vous avez M. Ondoa, qui pouvait également brandir. Et comme on est dans un système de loge des réseaux de mafia, les gens pouvaient préférer se taire. C'est même l'occasion de tirer chapeau au directeur général actuel, qui a dit « je ne laisse pas passer ». Très bien. Alors, merci. On reviendra à vous. Édouard Fauchivet, vous y voyez aussi, vous, des raisons politiques dans cette affaire qui a perduré 12 ans pour enfin que cette affaire éclate au grand jour. Il a fallu qu'un directeur général français arrive tout de même pour déclencher cette affaire. Est-ce que vous y voyez aussi une question politique des réseaux mafieux qui auraient eu peut-être des personnes qui ont été, je ne sais pas moi, influencées à un certain niveau? Ben, vous savez, lorsque vous étiez en train de présenter les copanélistes, je m'attendais à un expert qui devait nous éclairer. Quand M. Wabo a fini de tirer sur le RDPC, je me pose la question de savoir où est-ce qu'on est. Je m'attendais plutôt à un expert dans le cadre bancaire qui devait nous accompagner pour la compréhension des téléspectateurs à ce qui se passait. Peut-être qu'il faudrait que je précise que vous êtes militant du RDPC. Voilà, très bien. C'est bien connu. Chargé de mission. Conseiller municipal. Donc je suis au-delà du chapeau politique. Je pensais que lorsque j'ai suivi les 2 journalistes qui ont effectivement planté le décor, je croyais que l'expert devait nous permettre maintenant de comprendre le processus de gestion d'une entité bancaire. Maintenant, je vais prendre mon chapeau maintenant du directeur général pour m'étonner. C'est vrai,
de tout ce qu'il a dit, ce que j'ai retenu, c'est ce côté de comptabilité trésorerie. Logiquement, dans la chaîne des engagements, on ne peut pas en même temps voir la chaîne d'apurement dans le concept managérial. Mais maintenant, il faut aller au-delà pour dire que un directeur comptable, un chef comptable, c'est qui? C'est celui qui ne fait que comptabiliser ce qui en amont a suivi une procédure régulière. Qui est donc le responsable? Le directeur général. Et c'est là où, sauf si le management bancaire est différent des autres managements, mais le directeur de la comptabilité, dans sa première fonction, c'est au départ des engagements, à la fin de la chaîne, il peut débloquer pour le paiement. Et à la fin maintenant du paiement, il peut maintenant procéder aux appuiements. Nulle part, dans le concept managérial, le comptable ne peut pas engager, ne peut pas. Tout document d'engagement commence par le directeur général. Lorsque je dis ceci, je tombe maintenant sur le directeur général adjoint. Qui est directeur général adjoint dans une procédure de gestion? Le directeur général adjoint n'a absolument pas de signature d'engagement. Donc, le directeur général adjoint n'est que la couverture d'un directeur général lorsque celui-là n'est pas. Autrement dit, de tout ce que je viens de dire, le premier responsable managérial en termes d'engagement est le directeur général. Et c'est donc là où la question que M. Ouabou a posée, il y a 3 qui sont passés. Oui. Si 3 directeurs généraux sont passés et qu'il y avait déjà ce phénomène de soupçon, la justice, moi, c'est que le traitement de cette information m'a beaucoup gêné à votre niveau, vous les journalistes. Les Camerounais sont à Newbel. Mais où sont les responsables gestionnaires de cette entité depuis 2004? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de détournement. Oui, il y a détournement. Vous avez compris la procédure managériale. C'est le directeur général, les directeurs sectoriels, et dès que les directeurs sectoriels ont finalement accepté d'engager, le comptable financier sort de l'argent pour payer la prestation, récupère les documents pour l'appuyer. Mais qui engage? Donc, sauf si Ngado Bonga était devenu directeur général de la société BISEC, sauf si monsieur Ondoa, le directeur général adjoint, était devenu directeur général. Pour cette première partie et l'étonnement, c'est que oui au détournement au niveau de la BISEC, oui maintenant à la récupération de tous ceux qui sont d'abord responsables des procédures de gestion. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous avons des Camerounais qui sont en prison, mais les responsables de gestion sont des Français et ne sont pas en prison. Très bien. Edmond Kamga, ça me rappelle un titre de la nouvelle expression de cette semaine qui disait « Attention au bouc émissaire ». Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que ces Camerounais qui sont en prison, ce sont de sortes de boucs émissaires? Vous l'avez dit, le réseau semble être bien huilé et peut-être plusieurs maillons pourraient tomber quand même. Il est clair qu'il s'agit d'une mafia. Pourquoi maintenant, pourquoi pas hier? Ça, c'est la première question. La deuxième, pour répondre à mon ami Edouard, c'est qu'en réalité, il met le doigt dans la plaie. Et je dois dire ici, la presse a fait son travail. La nouvelle expression, comme d'autres titres de la presse, se sont posé la question de savoir pourquoi seulement les Camerounais? Où sont passés les directeurs généraux expatriés? Seront-ils interpellés? Ont-ils été interpellés? Parce que ce sont eux les ordonnateurs de la dépense. Ce sont eux qui prennent les engagements au nom de la société, de la BISEC. Il faudrait qu'ils rendent compte. Il faudrait au moins qu'ils soient témoins. Le minimum, c'est qu'ils soient témoins dans le dossier. Non, dans ce cas, ils ne doivent même pas être témoins. Non. Parce que ceux qui sont aujourd'hui détenus, je reste sur les 2 cadres, ne sont que de la fin d'une chaîne de gestion. Tout à fait. Il faut qu'ils soient interpellés directement. Pourquoi le directeur général actuel, dans le cadre de procédures, M. Ouabou le disait, s'est rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements au niveau des procédures. Oui, les procédures de gestion appartiennent au directeur général. Très bien. Effectivement. Non, je vais poursuivre mon propos pour dire qu'ils ont leur part de responsabilité. Il faut qu'on les entende dans ce dossier. Parce qu'ils sont, à tout le moins, les seuls qui pouvaient engager
La BICEC. Bon, cela dit, poursuivons notre propos pour dire qu'en réalité, dans cette affaire, je dis vraisemblablement, ça ressemble à une mafia. Pourquoi ça ressemble à une mafia? Parce que il y a eu, d'abord, revenons sur le rôle de la COBAC. Normalement, si la COBAC avait bien fait son travail, on n'en serait pas là. Est-ce que la COBAC joue encore son rôle? C'est-à-dire de contrôle au niveau des entreprises de la sous-région. Et M. Wabo a également dit quelque chose de très important. Pourquoi la COBAC n'interpelle pas les sociétés françaises? Et on voit bien, dans le cas d'espèce, qu'il s'agit d'une société française. Et que la plupart des sociétés qui ont été sujettes, n'est-ce pas, à des administrations provisoires sont des sociétés camerounaises, pour la plupart. Donc il y a un problème éminemment politique qu'il va falloir gérer dans cette affaire. Il faudrait que l'État du Cameroun, en tout cas le gouvernement, qui, n'est-ce pas, observe tout ce qui se passe, il faudrait qu'il fasse en sorte que la justice, dans ce dossier-là, fasse librement son travail. Que les magistrats fassent leur travail et qu'il n'y ait pas d'émission. Parce que, je vous assure, c'est un dossier très important. Et ça va être un gros précédent pour le Cameroun et pour l'ensemble de la sous-région. Massimo, vous voulez réagir? Je voudrais rassurer monsieur en face, monsieur Fouchivé, que j'ai toute l'expertise, monsieur Fouchivé peut le dire. Alors, je voudrais rappeler ceci. Vous avez dit que le directeur général est l'ordinateur des dépenses. Soit. Mais je veux maintenant que vous sachiez que le manuel de procédure d'une banque à une autre, ce n'est pas statique. Vous comprenez? Alors, il y a le niveau de pouvoir. Il peut arriver. Et dans le cas de la BICEC, je dis encore, que ce soit M. Ngando et M. Ondoa, ils avaient un niveau de pouvoir. Je sais de quoi je parle. Voilà donc deux messieurs qui ont... Parce que quand vous parlez même de surfacturation, je ne veux même pas qu'on parle de surfacturation. Je veux qu'on parle de marché fictif. Parce que quand on dit surfacturation, on risque de m'amener dans le cas de Cofinex, où on achetait une boîte d'allumettes de 25 à 100 francs. Nous ne sommes pas là. Moi, je parle en termes de marché fictif. Pourquoi je parle en termes de marché fictif? Alors, voilà des gens qui passent des commandes. Parce que quand vous suivez un peu le déroulement de l'affaire, le monsieur d'interface, d'accord? Voilà des gens qui vous disent carrément que il arrivait que la BICEC nous demande d'agir sans bon de commande. Soit. Mais pendant 12 ans, vous avez passé le temps à agir sans bonne commande au point où le déficit aujourd'hui se trouve à 50 milliards. Je dis non. Monsieur Wabo. Je vous en prie. Je vous en prie. Pour moi, c'est des marchés fictifs. Parce que au moins, ils étaient payés sur la base des factures qu'ils déposaient, mais ils n'avaient pas reçu de bon de commande. La question, c'est au niveau de la comptabilité. Puisque on n'avait jamais émis de bon de commande. Et le cabinet, l'entreprise Interface présentait des factures. Monsieur Ngando, en comptabilité, payait sur la base de quoi? Pour régler une facture en comptabilité, il faut se rassurer justement qu'il y a un bon de commande. Alors, s'il n'y a pas un bon de commande, la facture que vous réglez, vous la réglez sur la base de quoi? Quel est le document de base? Maintenant, je vais attirer l'attention de M. Fouchivé. Je vous dis... attention à non, j'attire votre attention et peut-être même pour les téléspectateurs. Soit, M. Ngando, lorsqu'il recevait une facture, d'une facture fictive, il faut le dire, il allait prendre une double signature, parce qu'à la BICEC, c'est le principe de double signature. Il allait prendre la signature de son acolyte, qui n'était rien d'autre que M. Ondoa. Une fois que c'était fait, ce que vous ne savez pas, qui créditait le compte des prestataires, c'est Ngando. Parce qu'une fois qu'il avait, je vous en prie, madame, une fois qu'il avait reçu justement l'aval, il y avait le principe de double signature qui était respecté, il faut maintenant que l'argent entre dans le compte du prestataire. Qui créditait le compte? C'est M. Ngando. Allez à la BICEC vous renseigner, vous trouverez à la BICEC que c'est la comptabilité qui crédite les comptes des prestataires. Très bien. Alors, vous voulez réagir Oui, justement. Lorsque moi je suis les uns et les autres, il faut relever que moi je voudrais convoquer l'expérience de la sociologie organisationnelle qui nous permet davantage de constater que dans un circuit systémique déterminé, il y a un ensemble d'acteurs qui peuvent créer des complicités internes. Parce que relativement à ce problème de la BICEC, il y a justement une responsabilité en amont, c'est-à-dire qu'il y a là une complicité entre deux hauts responsables. Vous avez le directeur général adjoint, et vous avez l'ancien directeur général adjoint et le directeur de la comptabilité et de la trésorerie. Et ça permet davantage de constater qu'il y a justement cette interactivité qui a été construite à telle enseigne que l'on peut justement aboutir à de telles
défaillants de tels travers. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ces deux personnalités de la banque ont été justement interpellées. Deuxièmement, il faut également relever que lorsqu'il y a une périodicité déterminée, on a parlé tout à l'heure de 12 ans. 12 ans pratiquement. 12 ans, ça permet davantage aux différents acteurs de créer un ensemble de mécanismes d'action pour justement contourner un ensemble de moyens normatifs de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on peut aboutir justement de telles excroissances. Vous pensez qu'on peut comprendre aujourd'hui que ce soit les seuls à être interpellés dans ce système qui s'est tissé à la BISEC? De toutes les façons, c'est un début. Le mécanisme a été véritablement enclenché. Et lorsque l'on voit véritablement l'appareillage d'un ensemble d'investigations, on se rend davantage compte qu'il y a éventuellement d'autres personnes qui pourraient également être interpellées parce qu'aujourd'hui, on en a traqué 4. Mais maintenant, il faut véritablement que des enquêtes soient menées de façon approfondie pour que l'on puisse également démanteler d'autres réseaux. Parce que ça, c'est un point de départ. Et par la suite, on peut également trouver d'autres personnes qui puissent davantage avoir un ensemble d'implications internes. Je voudrais maintenant revenir sur l'implication du politique. Effectivement, il ne faut pas l'évacuer. Parce que si l'on jette un regard, notamment sur les différents éléments qui se présentent, on peut davantage avoir l'impression que oui, tout cela se passe dans le circuit interne de l'entreprise. Or, il y a également des influences externes. Et ce sont ces influences externes que M. Wabou relevait parce que à un moment déterminé, il peut y avoir des pesanteurs administratives, bureaucratiques, à tel enseigne que l'on sait également des implications du politique dans cette affaire. Mais, vous savez, généralement, lorsqu'il y a un ensemble de dysfonctionnements, ça ne peut jamais perdurer parce que, quelle que soit l'occasion, il y aura toujours un fin limite qui viendra justement démanteler cela. Et c'est ce que justement le nouveau directeur général de la BISEC Je voudrais qu'on revienne un peu. Finalement... Merci. Avant de passer, je voudrais qu'on revienne un peu sur le rôle de la COBAC avec vous, M. Max Wabou. À quel moment la COBAC devrait agir? Comment est-ce que ça se passe? On a quand même 12 ans. Comment est-ce que ça peut se passer? Vous pensez que la COBAC aussi a joué un rôle dans ces détournements? Oui, ben, j'ai dit à l'entente de mes propos qu'il fallait chercher à comprendre pourquoi la COBAC n'a jamais mis une structure française, une structure bancaire française, sous administration provisoire. Tout au moins dénoncé. Maintenant, peut-être pas même dénoncé. En réalité, ce qui se passe depuis 12 ans, je peux parier que la COBAC avait parfaitement connaissance justement d'un ensemble de dérapages. Parce que lorsque la COBAC vient faire un travail, la COBAC peut faire un contrôle sous pièce. Vous avez la possibilité qu'on vous dit, écoutez, on voit quelque chose qui est passé en charge de l'ordre. Ils vont même jusqu'à contrôler les comptes. Je vous en prie. Oui. Alors, ils vont... Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on a vu ça. Ils ont des moyens. Nous avons vu ça. La COBAC peut dire, je vois un poste, une écriture comptable de l'ordre de 400 millions, sortez-moi le justificatif. Dès qu'on sort le justificatif, la COBAC se rend compte que ce n'est fondé sur aucune base. L'écriture a été passée sur aucune base. Maintenant, la suite, c'est que, pourquoi la COBAC décide d'être muette? Je vous dis de manière claire. La COBAC est muette pour la simple raison, nous connaissons le rôle de la Banque de France, nous connaissons le rôle de la France à la BISEC. Je dis de manière claire que la COBAC a subi des pressions. C'est pourquoi on ne peut pas agir. Maintenant, pour ceux qui veulent interroger les directeurs généraux qui sont passés avant, oui, même s'il y a un niveau de pouvoir, d'accord, le directeur général répond. Maintenant, ceux-là, le problème, c'est que dans la procédure, vous verrez ça ici au Cameroun, ces directeurs-là ne seront pas interpellés, même pas comme témoins. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Vous allez voir maintenant, on va vous dire, il faut faire ci, on va commencer à vous dire, il y a des incidents diplomatiques, comme aujourd'hui, on va commencer à vous dire, non, c'est les Camerounais. Les Camerounais qui sont interpellés vont payer de ce prix. C'est pourquoi moi, j'invite la presse, j'invite des experts à se lever, à creuser l'enquête, de sorte que soit, si les directeurs généraux qui sont passés ne peuvent pas répondre, je dis bien qu'on libère aussi ceux qui sont à l'intérieur. Très bien. Je crois que vous revenez sur ce que j'ai dit à l'entame de mes propos. Au finish. In fine. Vous êtes donc d'accord avec moi que vous qui êtes expert dans le cadre de la gestion bancaire, vous comprenez parfaitement, et vous l'avez dit, la COBAC, au moment où je vous parle, la COBAC est entrée dans les microfinances au Cameroun afin de voir le phénomène des entrées et de la circulation des espaces monétaires. Oui. Et la COBAC a donné ordre au ministre des Finances de suspendre certaines microfinances parce que c'était des entités de blanchiment d'argent, vous le savez. Oui. Alors, la BISEC, parmi les banques au Cameroun, si ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Oui. Aujourd'hui. Et vous trouvez normal que à ce stade de gestion, M. Bikodi, deux directeurs étaient, il fallait, vous avez parlé de ce système de double signature. Double signature, directeur général qui est assis
on est en train, pendant plus de 12 ans, prenons même celui-ci, de spolier l'entreprise par chaque fin de mois de 200 à 300 millions. Un directeur général n'est pas au courant de 2004 jusqu'à 2015. Et vous me dites, non, disons tout simplement à M. Wabo, vous qui êtes de la maison, que tous les directeurs généraux qui sont passés et maîtrisaient parfaitement le dysfonctionnement. Oui. Et que ce dysfonctionnement, moi je vous ai dit, je ne parle, vous avez vu que je suis au-delà du politique. Je suis dans le principe de gestion. Pour dire, si mes frères camerounais sont des responsables dans ce cas de dysfonctionnement, d'accord, qu'on les prenne. Ils ne sont pas les premiers. Mais quand même, qu'on ne montre pas que 4 Camerounais sont responsables de 50 milliards de pertes de 2004. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, dans votre traitement d'information, on a tout de suite compris que ça y est, on a touché au gros poisson. La BICEC, bien entendu que c'est une mauvaise dans le cadre marketing bancaire, c'est une mauvaise publicité pour la banque, mais nous sommes actionnaires, le gouvernement de la République à 17-18%. Oui. Ça veut dire donc que, par rapport à ce que disait M. Wabo, la BICEC se gère depuis la France. Donc, ces directeurs généraux qui viennent, même si à la fin il faut les protéger, et vous l'avez dit, vous avez conclu, s'ils ne peuvent pas être interpellés aujourd'hui, la responsabilité de ce genre de dysfonctionnement revient dans le cadre managérial au directeur général. Alors, et très ce bien, directeur général, merci. ce directeur général, et c'est le directeur général actuel de la BICEC qui a vu le dysfonctionnement, qui a porté plainte. Oui, donc ça veut dire qu'il ne peut pas porter plainte seulement pour 4 individus. Il faut que la plainte, et nous avons dit que la justice, et c'est ici le moment où notre justice, comme nous la connaissons et nous savons qu'elle est forte, doit aller loin. Parce que toucher un directeur, je vous ai dit, le directeur comptable me gêne. Et le directeur général, parce que dans notre structure de gestion, un directeur général c'est un gars au banc de touche en train d'attendre qu'un joueur se blesse pour qu'il entre. Très bien. Alors, revenons pas au risque bancaire, je vous en prie. On parle quand même de 50 milliards de pertes. On l'a dit, la presse a révélé, la BICEC a fait un bénéfice de 4,5 milliards en 2015 avec un déficit d'ordre de 63%. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a risque de s'inquiéter pour les clients de la BICEC? Est-ce qu'il y a un risque, mon cher Carmen? En réalité, pour moi, il y a un risque. Vous voyez, on a vu le communiqué de la BICEC qui était de nature à rassurer les clients. Mais je dis encore qu'à la place de la BICEC, est-ce que la BICEC devrait réellement communiquer? Moi, je vais dire non. Voilà une structure. Je vais dire non. Parce que même s'il fallait choisir le moyen de communication, il fallait savoir quels sont les leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour communiquer. Mais très vite, vous voyez... Il faut aussi rassurer la clientèle. Oui, il faut rassurer, mais seulement les chiffres sont là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez en 2013, la BICEC fait 14 milliards de bénéfices. Vous vous retrouvez en 2015 avec 4 milliards. Mais très rapidement, il y a problème. Vous ne pouvez pas être en 2013, vous faites 14 milliards, et 2 ans après, on dit vous faites un résultat de 4 milliards. Regardez la chute. On est à 63% en termes de taux de baisse. Alors, quand vous voyez de tels éléments, il y a lieu de s'interroger. Ce n'est pas des éléments qui rassurent. Peut-être la BICEC pourrait trouver un autre moyen, de trouver le moyen de communiquer, mais pas faire un tapage de nature à dire aux clients, nous sommes solides, nous sommes la première banque. Encore, M. Fouchivé, quand vous me dites même que la BICEC est la première banque ici au Cameroun, je m'inquiète. J'ai dit pas. Non, je ne veux même pas. Quand vous avez une structure qui en 2015 peut vous faire 14 milliards, en 2013 peut faire 14 milliards, et en 2015 vient faire 4 milliards, je vous dis, pour moi ça pose problème. Il faut même s'interroger aussi, est-ce que ces résultats que la BICEC fournit sont des résultats qui sont réels? Moi, je suis inquiet. Allez-y, Edmond Kamga. Le risque aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les clients de la BICEC? 50 milliards, c'est quand même énorme, c'est un bâton. Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, mais je suis d'accord, j'estime que la BICEC doit communiquer. Elle a communiqué. J'ai lu le communiqué, mais c'est vrai, je ne partage pas le contenu de ce communiqué-là parce que il arrondit un peu trop les bords et il donne l'impression que la clientèle est idiote. Ouais, la clientèle n'est pas idiote du tout. Visiblement, oui. Je dis le contenu du communiqué, on pouvait le dire autrement. Il fallait mieux informer la clientèle, pas faire un communiqué, j'allais dire, un peu saupoudré,
parce qu'il réagit pour réagir. Non, Oui, ben, on ne communique pas pour communiquer. On communique pour faire passer un message. J'estime que le bon message n'est pas passé. Mais nous autres, les communicateurs, les journalistes, on a compris pourquoi. Parce qu'il y a un véritable malaise à la BISEC. Parce qu'il fallait absolument communiquer. Ils ont pondu ce communiqué-là. La seule bonne information dans ce communiqué, c'est qu'il y a eu un contrôle au niveau interne qui a abouti à cette décision de saisir la justice parce qu'il y a eu des actes non conformes qui ont conduit à des agissements. Mais derrière le terme agissement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? En fait, c'est des scandales. Ce sont des scandales qui ont conduit à l'arrestation de ces personnalités-là. Mais je suis de ceux, comme tous mes confrères dans la presse, il faut continuer à interpeller tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin, y compris les expatriés français qui ont été directeurs généraux de cette structure. Je dis, il y va de la crédibilité même de cette structure. Parce que pour conserver la clientèle, c'est vrai, dans ce communiqué, on dit la structure est solide, nous sommes pratiquement le deuxième groupe bancaire en France, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire on s'adresse à la clientèle comme si n'avait pas été... comme s'il n'avait pas traversé le coup moyen 2 en quelque sorte. Non, je dis que c'est un peu idiot. La communication elle est mauvaise. Et puis, il faut dire... Mais il faut même questionner aussi le rôle du cabinet. Oui, non. Pour terminer, il faut dire ceci. Dans cette enquête-là, je le répète, la justice camerounaise a un rôle prépondérant à jouer. Je souhaite véritablement que les magistrats, puisque en ce moment c'est au niveau du tribunal d'instance à Douala, mais je dois préciser ici, en temps normal, ça devrait être le tribunal criminel spécial. Il faudrait que le gouvernement camerounais, notamment le ministère de la Justice ou le porte-parole du gouvernement, essaie de nous expliquer pourquoi cette affaire est jugée à Douala et non pas au tribunal criminel spécial, qui a été créé pour ce type d'affaires, par rapport au montant. Beaucoup de curiosité dans cette affaire. Ah oui, il y a trop de curiosité, il faut le dire. Il y a Cofines, la BIAO, la BISEC. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les banques? Comment est-ce qu'on peut comprendre? C'est vrai que c'est pas la même configuration dans les problèmes, mais il y a quand même toujours des petites questions qui arrivent avec ces gestions frauduleuses, ces détournements, ça revient toujours. Qu'est-ce qui se passe dans les banques? Est-ce que c'est le fonctionnement même des banques camerounaises qui crée un problème? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent sur liquidité qui permet aux gens de prendre l'argent, de se servir comme ils veulent? Qu'est-ce qui crée problème aujourd'hui dans les banques camerounaises? En fait, il y a véritablement un ensemble de réflexions que l'on peut répertorier pour justement comprendre ce processus. Vous savez, en toile de fond, il y a un circuit interne en termes de fonctionnement que l'on peut davantage décrier. Parce que sans être des acteurs internes à ces différentes entreprises-là, il y a un ensemble de procédures que l'on peut davantage questionner en rapport avec ce que nous avons justement présenté tout à l'heure comme réponse à des différentes préoccupations. De même que, vous savez, aujourd'hui, il y a véritablement matière à réflexion lorsque l'on voit la façon dont certains responsables justement gèrent l'entreprise. Lorsque vous avez dans une entreprise où il y a un système, par exemple, de privatisation des fonds, ça pose un problème parce qu'il y a des entreprises où on a carrément créé une espèce de familiarisation de l'entreprise. Parce que beaucoup d'auteurs ont davantage travaillé là-dessus. Lorsque vous retrouvez des comités internes entretenus par des fratères, des frères, des sœurs, des cousins, entre autres. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du système de réseautage. Dans ce réseautage-là, vous avez justement un ensemble de membres qui répondent notamment à un ensemble de réseaux déterminés. Vous avez les réseaux familiaux, les réseaux ésotériques, les réseaux politiques, les réseaux économiques, entre autres. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on crée donc ces microsystèmes dans une entreprise, ça pose un problème. Et c'est dans ce sens que l'on peut déployer un ensemble de mécanismes d'action pour justement opérer à travers des manœuvres de faux, d'usage de faux, de fraude, de factures fictives, de marchés fictifs, entre autres. Ça, c'est un problème essentiel. Deuxièmement, il faut également relever des mentalités des acteurs. Parce que nous sommes dans le circuit des mentalités individuelles et collectives. Vous savez, aujourd'hui, une société où, véritablement, on a renversé l'échelle des valeurs. Aujourd'hui, ce ne sont plus ces valeurs d'honorabilité, de compétence, d'objectivité, de respect de sorte de truc qui règne. Vous avez aujourd'hui les valeurs essentiellement mercantilistes, matérialistes, capitalistes. Aujourd'hui, c'est la primauté de l'argent. Et à partir du moment où vous mettez davantage en toile de fond, ce primat de l'argent-là, ça pose un problème. Vous avez donc des individus qui vont déployer un ensemble de mécanismes pour tremper dans la fortune publique, pour tremper dans la fortune de l'entreprise. Et
Et c'est pour cela que vont se créer plus tard la corruption, la prévarication On et retrouve un beaucoup ensemble de plus facteurs de malgouvernance. On trouve beaucoup plus de sociologues dans oui. cette dernière partie. Mais avant, Edouard Fauchivet, peut-être avant que vous ne preniez la parole, est-ce que c'est une réflexion qui a été tenue par une personne qui a réagi dans la presse cette semaine? Et je vais peut-être poser cette question pour comprendre. Cette personne estime par exemple que les banques camerounaises, hein, c'est pas un secret, sont en surliquidité. Il y a beaucoup d'argent. Elles sont dans un régime supra donc prudentiel. Est-ce que c'est cela qui permet à ce qu'on se serve aussi facilement? Est-ce que c'est une piste qui peut être explorée? C'est une piste. C'est une piste parce que quand on voit aujourd'hui dans le cadre des investissements, la quote-part aujourd'hui de fonds en termes d'emprunt, de prêts que les institutions financières accordent aujourd'hui aux entrées dans le cadre des investissements en tel, c'est très très faible. Et vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que l'interrogation du surveillant monétaire, que la COBAC, on devait l'interroger. Justement, pour comprendre. Le ratio, et pour apprécier ce ratio d'efficacité dans le cadre d'emprunt. Pour dire la vérité, aujourd'hui, c'est un circuit où ce sont finalement les entreprises toujours européennes, disons étrangères, qui vont bénéficier d'un lourd truc d'emprunt à l'intérieur de nos banques. Mais en attendant que notre banque de PME puisse être émergée, mais il faut dire aujourd'hui que toutes ces banques, dont je ne vais pas citer, n'accordent pas un périmètre vraiment très actif. Par contre, là où je voulais apporter ma contribution dans le cadre de cette inquiétude que vous avez notée, est tout simplement que M. Wabo parle de 4 milliards en 2015. Oui, mais lorsque le détournement, ce semblant de détournement, est en train de s'opérationnaliser, la BICEC, dans les années 2009-2010, était à plus de 20 milliards. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut s'interroger. Donc, la banque se portait mieux quand il y avait les détournements. Quand les autres directeurs, il faut le dire. Et donc, si vous demandez les résultats de 2006 à 2013, vous allez vous rendre compte que ces résultats dépassent largement le résultat de 2015 de 4 milliards. Donc ça veut dire que la banque se portait bien. C'est pour ça que je reviens toujours sur le principe des gestionnaires. Est-ce que ce n'était pas le résultat? Est-ce que les autres directeurs généraux n'étaient pas notés sur simplement le résultat? Pour faire comprendre que, comme le résultat est bon, ça veut dire que l'entreprise se porte bien. Géré. Et c'est pour Alors, ça on va sortir déjà. Allez-y. C'est pour conclure. C'est Monsieur on sort de ce sujet. Vous voyez, je ne veux pas qu'on fasse une analyse un peu légère. Alors, en 2015, en 2013, on a 15 milliards. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Moi, je ne crois pas beaucoup aux chiffres qu'on présente pour une simple raison. Vous avez le cabinet Coca qui était expert comptable, d'accord, qui était le commissaire compte, qui certifiait les comptes. Mais je vous dis de manière claire, ils ont fini de voler. Il faut maintenant donner de la poudre aux yeux pour dire que c'était bon. Ce que je veux dire, monsieur, ce que je veux dire, écoutez. Vous allez rester sur ce que je dis. Les résultats de 4 milliards Non, de toute façon, que vous avez signifié, je vous ai dit que qu'on nous donne un résultat de 2008, par exemple. Si on nous donne le résultat de 2008, et que c'est inférieur au résultat, par exemple, Madame, de je vais 2015. Je vais répondre à quelque chose. J'ai envie de vous dire, avant de répondre à la dame, en 2006, vous comprenez? Je vous le dis froidement. En 2006, la Cofinex fait une perte de 100 millions de francs. D'accord? Le directeur général de la Cofinex amène la comptabilité à transformer ça en un bénéfice de 19 millions et on partage les dividendes. Ça, notez en passant. Maintenant, je reviens. Pour dire que les chiffres Les sont pas toujours vrais. maquillages des Il y a les maquillages des chiffres. Il y a les maquillages des Je chiffres. vous le dis pour dire que ces chiffres-là... Alors, allez-y pour sortir. Pour sortir, je vous en prie. Monsieur Wabo, je vous en prie. Pour moi, il faut questionner, en dépit de tout, il faut questionner le profil des dirigeants qui sont à la tête des structures. Je vous dis, quand je parle de... Juste je vous en parenthèse, Je vous en prie. Je vous en prie. On a Je tout vous le en temps. prie. lesquels dirigeants Mais camerounais? Non, non, écoutez. Lesquels dirigeants? Monsieur Fauchivet, je vous en prie. Précisez votre précision. Allez-y. Les Camerounais. Alors, il faut questionner. Je suis même beaucoup plus précis là-bas. Il faut questionner le profil des dirigeants camerounais, si vous voulez, qui sont à la tête de ces structures. Je vais vous prendre un cas. Rapidement, je vous apprends, on n'a plus de temps. On sort de faire un ce travail sujet. sérieux. Est-ce que vous savez que dans les secteurs de la microfinance, vous trouvez des entreprises où le directeur général est le mari
le père de famille, et le contrôleur général, justement, c'est son épouse. Allez vérifier ça à une microfinance à Colombo. Maintenant, je pose. Très bien, merci. Voilà. Monsieur, ça veut dire que On va sortir, merci. On ne fait pas son il est donc travail. clair Oui, que la COBA apporte des agréments Oui. à certains établissements de microfinance sur la base des régions. Et c'est la faute de qui? Pardon? Et c'est la faute de C'est qui? tout un système qui est pourri. Très bien. C'est un système de Voilà. Il y a même des microfinances. Maintenant, chutez. Le EDPC a choisi voir sur ce qu'on vous en prie. Je vous en prie. C'est pourquoi aujourd'hui on trouve des microfinances. Je peux vous en citer 4, même 5. Où les responsables de la COBA, qui sont chargés justement de faire le contrôle, ont même des engagements dans cette structure. Très bien. Très bien. On sort de ce sujet. En fait, vous confirmez aujourd'hui l'inquiétude que j'avais. Merci. On sort de ce sujet. C'est bon. Chers messieurs, je vous en prie. On va sortir de ce sujet. Merci d'avoir réagi sur ce sujet. Malheureusement, on ne peut pas passer toute la journée là-dessus. Et puis, on imagine qu'il reviendra certainement dans la presse en semaine et on en reparlera certainement dimanche prochain ou un autre dimanche. Merci d'avoir réagi là-dessus. Et merci à vous, Max Wabo, d'être venu. Vous allez céder votre place à quelqu'un d'autre. On restera sur ce sujet, je l'ai dit, dans les prochaines éditions pour interroger le rôle de la COBAC, le rôle de ces réseaux qui se créent, peut-être même comment est-ce que les agréments sont accordés pour la création des microfinances, etc. Mais malheureusement, on passe à donc, ou heureusement peut-être, de passer à l'autre sujet qui est prévu pour ce dimanche. Je disais, on va parler donc de la sécurisation de l'identité camerounaise qui a également fait la une des journaux cette semaine. C'est donc parti pour le nouveau système d'identification sécuritaire au Cameroun. Le lancement a eu lieu mardi dernier à Yaoundé. Il intervient après donc le décret du président qui concernait donc la réforme de ce système-là. Alors, Serge Amébikoy, est-ce que comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle réforme du système d'identification au Cameroun qui a donc été lancée mardi dernier? Comment est-ce que vous avez accueilli? Bien, c'était avec un sentiment honorable parce que véritablement on s'est davantage rendu compte que depuis des années, il y avait véritablement un ensemble de facteurs de falsification au niveau de l'état civil, de même qu'au niveau du bradage de la nationalité camerounaise. Parce que les enquêtes que nous avons menées durant les années antérieures permettaient davantage de constater qu'il y avait des individus qui avaient plusieurs cas de nationalité dans l'ensemble des régions camerounaises. Et ça nous incitait notamment à voir dans quelle mesure on peut également créer un nouveau processus qui permet aujourd'hui de voir comment on peut davantage créer ce nouveau phénomène-là. Mais maintenant, lorsque l'on voit un tel dispositif, il y a véritablement des innovations que l'on peut davantage saluer relativement à ce circuit d'identification et de sécurisation de la nationalité camerounaise, parce que l'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y aura justement cette empreinte digitale-là, il y aura cette puce électronique, et ça montre que l'on ne peut pas davantage falsifier ou bien gratter cette nouvelle pièce. Mais maintenant, le questionnement, vous savez, lorsqu'il y a ce nouveau dispositif, il faut également se questionner. Parce que nous connaissons un ensemble de facteurs d'ingéniosité ou bien de lucidité que les individus présentent généralement lorsqu'il y a un tel système. Est-ce qu'aujourd'hui, les uns et les autres ne vont pas développer de nouveaux systèmes de paramétrage pour voir dans quelle mesure on peut justement falsifier cela? Est-ce que les ingénieurs ne peuvent pas également contourner d'autres mécanismes normatifs pour voir dans quelle mesure on peut justement opérer par le faux? Vous savez que l'individu, face à la norme, il y a des antinormes que l'on peut davantage faire émerger pour voir comment on peut également truquer cela. Donc ce sont des questionnements que l'on peut davantage élaborer, mais en toile de fond, il y a également un système qui est présenté, qui nous permet davantage de constater que oui, c'est un système d'identification et de sécurisation qui est mis en parallèle, mais maintenant, on attend voir comment sera implémenté sur le terrain. Alors Bruno Défaut, merci d'être là, je vous salue, vous venez de rejoindre notre plateau, merci à vous d'être venu sur notre plateau ce dimanche. Merci Albertine, merci. Et évidemment, je profite de l'occasion que vous me donnez pour demander à Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, de bénir les téléspectateurs ainsi que tous mes co-panélistes. Merci. Merci pour ces bénédictions. Alors, vous êtes président du MODECNA, le mouvement démocratique de conscience nationale. Vous êtes également à la tête de la COASIC, c'est une coalition. Vous allez peut-être nous dire de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, puisque le temps court un peu, c'est peut-être votre vœu,
cette carte à puce qui arrive. Vous êtes parmi ceux qui ont commencé à en parler. Vous avez émis une idée en décembre dernier selon laquelle, pour lutter contre l'insécurité au Cameroun, il fallait mettre une puce électronique sur chaque Camerounais. L'idée, à cette époque-là, était vue comme une idée assez compliquée à mettre sur pied. Mais on peut dire peut-être aujourd'hui que vous avez eu un peu de raison, puisque la carte nationale d'identité, la nouvelle formule, intègre donc dans cette nouvelle carte la puce électronique. Est-ce que vous êtes satisfait parce que le gouvernement vient d'apporter comme réforme dans l'identification? Albertine, je me réjouis énormément du fait que M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État légal de notre pays, a reçu avec, je crois, avec beaucoup d'unanimité, n'est-ce pas, cette proposition que le mouvement démocratique conscient national a fait en son temps. Effectivement, le 6 janvier 2015, le MODECNA, dans son comité, n'est-ce pas, a décidé de proposer, vu l'insécurité qui était grandissante dans notre pays. Alors nous avons dit, il est important de pouvoir avoir accès à toutes les informations des éléments interdits, du matériel interdit, qui peuvent amener des kamikazes et autres, poser des actes ignobles qui massacrent notre population en tout lieu, au vu de l'insécurité qui planait. Donc nous avons proposé au président de la République de prendre l'initiative d'introduire dans des puces, de fabriquer des puces que tous les Camerounais devaient porter, tous les résidents, dont même les étrangers, devaient les porter, et y compris le matériel roulant, ça veut dire les voitures et autres, qui portent des puces qui puissent être identifiées par une centrale de contrôle général sur l'ensemble du territoire national, et qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui se présente ou en préparation, que, n'est-ce pas, l'État et le gouvernement soient au courant pour intervenir immédiatement. Et donc, je me réjouis de cela, mais seulement il y a un élément qui me manque. Ce n'est pas seulement cela. Ils ont attaqué la puce dans la carte d'identité, mais ils ont oublié l'informatisation de l'administration camerounaise qu'ils ont proposée en 2004. L'informatisation de toute l'administration camerounaise et tout le système d'état civil que nous avons proposé en 2015, nous avons demandé de lancer une pétition dans ce sens. Et donc, ça reste encore beaucoup à faire. La puce est introduite, et autre chose qui, aujourd'hui, me donne un goût d'inachevé, c'est le fait que on a lancé la carte d'identité à puce, mais on a oublié de demander à ce que ça se fasse immédiatement pour tous les citoyens, et même les cartes de séjour. Tout cela doit porter des puces. Absolument. Et voilà à peu près, comme je peux introduire en attendant que vous revenez sur la question. Alors, Edmond Kamia, justement, l'un des objectifs avoués par le gouvernement avec le lancement de cette nouvelle carte d'identité à puce, on va l'appeler comme ça, qui sera donc une puce sera donc intégrée désormais dans cette carte, c'est de mieux gérer la question de la sécurisation de la nationalité et aussi gérer la sécurité tout simplement dans le pays. Mais, comme l'a dit M. Ndefo dans la presse, il y a des avis contraire, il y a des gens qui estiment, des experts qui estiment que c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est d'ailleurs l'un des titres de la nouvelle expression cette semaine. On ne peut pas parler de sécurisation de la nationalité camerounaise si on n'a pas un fichier d'état civil informatisé. Alors, quel est votre avis sur la question? Oui, il faut dire que la mission qui a été donnée, n'est-ce pas, attribuée à la nouvelle société Gemalto, n'est-ce pas, qui va nous fournir les nouvelles cartes nationales d'identité, les nouvelles cartes de séjour et les nouveaux passeports, c'est de fournir des documents sécurisés et infalsifiables. Ces termes-là ont leur sens. Sécurisés et infalsifiables. Pourquoi Parce que dans le passé, la société qu'elle va remplacer nous avait produit plutôt des documents qui n'étaient ni sécurisés, ni infalsifiables. Il y en a même qui ont réussi à démontrer que nos anciennes cartes d'identité, ou alors ce qu'on utilise encore, sont tout simplement des documents plastifiés. Et c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que ce sont des documents qui ne sont même pas informatisés, pour rester dans les termes et les concepts. Je dois dire ici, concernant la question que tu as posée, et c'est vrai, on ne peut pas sécuriser, n'est-ce pas, l'identité nationale, les cartes nationales d'identité, sans sécuriser le système national d'état civil. Mais je dois dire ici, n'est-ce pas, pour rappeler quand même, mettre un peu à l'actif du gouvernement, qu'il y a un travail qui a été fait, n'est-ce pas. Depuis 2013, il y a un décret du 13 février, n'est-ce pas, du président de la République,
qui crée le Bureau national de l'état civil. Exactement. Un bureau qui a été créé en application de l'article 10 de la loi du 6 mai 2011, la loi qui modifie et complète l'ordonnance du 29 juin 1981 sur l'organisation de l'état civil et les dispositions diverses relatives à l'état des personnes physiques. Je dois dire, ce document est fondamental. Cette loi-là qui crée le Bureau national de l'état civil met sur pied dans une structure. C'est parce qu'on ne communique pas assez sur le BUNEC. Parce que le BUNEC, le rôle du Bureau national de l'état civil, c'est non seulement de contrôler... Oui, centraliser. Il joue un rôle de centralisation de l'état civil. Oui. Il a un rôle dans le contrôle. Il veille à la régularité de la tenue des registres de l'état civil au niveau des communes. Parce qu'il y a un document en triple exemplaire qui doit parvenir chaque année civile, n'est-ce pas, à ce bureau-là. Il a également un rôle fondamental pour entrer dans le sujet. L'autre rôle du BUNEC, n'est-ce pas, c'est de constituer et de gérer le fichier national de l'état civil. Et c'est là où son rôle est prépondérant dans la sécurisation du système national de l'état civil. Mais il n'est pas opérationnel, Il est opérationnel, mais il n'y a pas une visibilité. Cette structure ne communique pas. Parce que cette structure-là, je dois vous le dire ici, travaille dans le cadre des activités du MINAT, n'est-ce pas? Il y a la direction des affaires politiques qui s'occupe, n'est-ce pas, du contrôle de l'état civil. Et le BUNEC travaille en collaboration avec ces directions-là. Ce bureau-là existe. Mais il y a malheureusement il y a des insuffisances, non seulement sur le plan communicationnel, mais le BUNEC, il est mis en place. Ça veut dire il a été mis en place en 2013. Oui, il a été créé en 2013. D'accord. Alors, vous voulez me dire que le fichier national de l'état civil est aujourd'hui centralisé? Il est centralisé. C'est ce que vous voulez dire? Oui, il est centralisé. Et maintenant, il manque juste l'informatisation de ce fichier. Oui, il manque l'informatisation de ce fichier. Il manque la formation de ce personnel. Parce qu'il faut former encore ce personnel-là. Il faut faire en sorte que... Il faut également travailler au niveau de l'archivage des registres. Archivage et numérisation de ces registres-là. Donc, il y a un travail en cours qui est mené. Mais malheureusement, j'estime que pour que le travail soit efficace, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un travail parallèle qui soit fait. En même temps que la nouvelle société nous produit, n'est-ce pas, des documents sécurisés et infalsifiables, qui est un travail en collaboration avec le BUNEC, qui permettent, n'est-ce pas, au BUNEC, qui est chargé justement de constituer et de gérer le fichier national de l'état civil, de travailler en étroite collaboration avec ces nouvelles structures pour que, enfin, sur le plan national, on puisse avoir une structure centrale qui permette de gérer l'état civil, parce que en réalité, l'état civil, les actes de naissance, toutes les déclarations que l'on fait, actes de naissance, actes de décès, mariage, c'est ça qui est à la base, n'est-ce pas, du travail qui est fait sur le plan national, que ce soit pour le fichier électoral, on aura toujours besoin du travail du BUNEC. Donc c'est à la base même de tout le travail qui est mené. Donc, il faut un travail en concertation avec ces structures. Monsieur Edouard Fauchivet, c'est un peu le reproche qu'on fait à ce gouvernement, ces chantiers en cascade. Parce que là, nous sommes dans plusieurs chantiers et justement, on voit un peu la charrue avant les bœufs quand même. On est dans un BUNEC qui existe, qui n'est pas encore informatisé. On n'a pas encore l'informatisé du fichier des actes d'état civil. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui lancer cette nouvelle carte à puce alors que l'état civil n'est pas encore informatisé, on ne peut pas avoir facilement les données, on a cette carte qui arrive et on nous dit que les cartes qu'on utilise vont rester là, il y a des gens qui ont des cartes qui sont expirées en 2020, tout ça, comment ça va être géré? Est-ce qu'on est encore là dans l'objectif, est-ce qu'on pourra atteindre cet objectif qui est justement de sécuriser la nationalité camerounaise avec ces chantiers qui, on aurait pu commencer par achever le problème du BUNEC, amener par exemple les mairies, les centres d'état civil à être informatisés et puis maintenant aller vers cette nouvelle carte. Quel est votre avis sur la question? Mais vous voulez que je donne quel avis, Abatine, mais vous devez comprendre que, et je crois que Edmond l'a déjà dit, vous voyez que il faut communiquer. Le problème de communication nous gêne. Ce bureau existe effectivement et on peut vous dire aujourd'hui que le chantier en termes d'évolution de ce bureau, c'est effectivement de décentraliser, de faire en sorte que ce bureau soit opérationnel au niveau des départements. Voilà là où ils en sont aujourd'hui. Mais maintenant, à la question que vous avez posée à Serge d'abord, aujourd'hui il faut féliciter, il faut le dire, le gouvernement d'avoir protégé la nationalité. Lorsque nous sommes dans un rayon aujourd'hui appelé pays,
limité avec des limites, je ne sais pas comment je peux dire, positionnées tel que cela. Le seul élément aujourd'hui, pour nous, les Camerounais, dit que nous sommes des Camerounais, c'est cette nationalité. Et à travers certains emblèmes, le vert ou jaune. Quand nous les avons, avec notre hymne national, quand on chante, on se sent Camerounais. Donc quand on porte la carte nationale d'identité du Cameroun, on dit on est Camerounais. Quand on est résident dans un pays, comme je viens de dire, et qu'on a la carte de résident, on dit je suis protégé parce qu'il y a des accords. Donc, pour dire qu'il est important, même si, c'est vrai, je ne pense pas comme l'enseignant, il n'y a pas eu de charrue avant le bœuf, il y a aujourd'hui que l'environnement, aujourd'hui, politique, social-politique du Cameroun, fait du Cameroun aujourd'hui un carrefour. C'est un carrefour où presque les dysfonctionnements des autres pays, le peuple trouve refuge chez nous. Je voudrais seulement vous donner un chiffre. Le Cameroun aujourd'hui abrite plus de 500 000 réfugiés. Quand on a dit ça, vous comprenez parfaitement ce que ça peut être. Et je pense que même si c'est, comme disent les autres, la charrue avant le bœuf, il faut féliciter aujourd'hui le gouvernement d'avoir lancé cette opération et de souhaiter, comme sais-je, que cette opération aille jusqu'au fond. Pour dire quoi? Que je ne voudrais pas aller contre ce que venait de dire le président Modena, mais il faut faire très attention des propositions que vous faites parce que l'histoire de la biométrie est une vieille histoire. Ce n'est pas né au Cameroun. Et puis on ne peut pas venir devant un plateau de télévision dire qu'on a fait ces cas. Non, il faut faire très attention. L'Europe, aujourd'hui, le résultat de la rupture de frontières européennes de 1992, aujourd'hui, c'est le concept et cette introduction. Nous voyons tous les films où, dès qu'on a seulement votre chevelure, avec qui on peut déjà remonter, et ceci date de plusieurs années. Non, je crois qu'il faut qu'on soit, aujourd'hui plus que jamais, qu'on soit à la page de l'évolution. Et cette page de l'évolution voudrait aujourd'hui que celui qui se dit citoyen, ne serait-ce qu'à travers ses empreintes, qu'on puisse dire vous êtes citoyen de telle entité, de telle. Et c'est là où nous devons arriver. Sauf que Serge Aimé Bikoy, vous qui semblez apprécier cette réforme, on ne peut pas dire, je vais me répéter, qu'on est en train de sécuriser la société camerounaise lorsqu'on sait que tout le monde peut faire son acte de naissance, plusieurs actes de naissance. Rien aujourd'hui ne permet de savoir facilement. Je veux dire, on n'a pas un fichier informatisé qui au moment où vous venez faire votre acte de naissance, on peut facilement savoir que vous avez déjà passé. On ne peut pas commencer par la carte nationale d'identité, alors qu'au niveau des actes de naissance, les actes de naissance de Kumba, on en parle, je vais utiliser ces termes-là, c'est même banal aujourd'hui dans le langage camerounais, puisque tout le monde peut avoir plusieurs actes de naissance. Il y a quand même un problème à ce niveau, de commencer déjà par les cartes nationales d'identité, et le président Defo le disait, on a des cartes aujourd'hui qui seront inspirées en 2020. Comment est-ce que tout cela va se gérer? Absolument, vous avez parfaitement raison, et nous étions là en train d'apprécier le nouveau processus de sécurisation de la nationalité camerounaise, mais je pense que lorsque l'on essaie un peu d'observer de façon beaucoup plus approfondie, il y a un ensemble de questionnements qui se posent, parce que l'on se rend compte qu'il y a d'abord un problème de formation des différents acteurs qui travaillent notamment dans les communes d'arrondissement, parce que l'informatisation même de ces communes. L'informatisation même de ces communes. Il y a d'abord un problème au niveau même de la délivrance de l'acte de naissance. Vous avez constaté qu'il y a de nombreux problèmes. Par exemple, des individus qui délivrent l'acte de naissance plusieurs mois après, alors qu'il faut justement souscrire à un processus normatif déterminé. Vous avez également des postes des centres secondaires qui délivrent des actes de naissance, alors que c'est le centre principal qui doit le faire, notamment au niveau de la commune. On se retrouve donc avec cette nomenclature de problèmes dans l'ensemble des régions, au point où l'on se rend compte que véritablement, il aurait fallu qu'il y ait un travail d'assainissement, notamment dans les centres d'état civil, de manière que l'on puisse davantage répertorier tout un ensemble de problèmes déterminés. Mais, moi, je pense que c'est ce que nous regrettons au Cameroun, c'est-à-dire que oui,
on se préoccupe de créer tel projet ou bien tel autre, mais là on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui a été fait antérieurement et quelle est l'évaluation qui a été faite de façon systématique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on peut davantage noter que ce qui a été fait antérieurement en termes d'actifs présente jusqu'à l'heure actuelle un ensemble de présentait un ensemble de faiblesses. Et c'est dans ce sens que l'on peut davantage noter que c'était mieux davantage de voir dans quelle mesure on peut davantage informatiser le circuit de l'état civil, assainir en élaguant tout cet ensemble de problèmes-là et voir maintenant comment on peut enclencher de nouveau un nouveau processus tel que celui qui a été fait justement cette semaine. Mais moi, c'est un problème de management, notamment en termes de projets de développement, parce que l'on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a véritablement pas quelque chose qui est fait en termes de conceptualisation, en termes d'organisation, en termes d'exécution et en termes même d'évaluation. Quelques années plus tard, vous allez également voir un nouveau projet qui va naître. Et c'est là où on peut davantage se questionner sur est-ce que ce n'est pas finalement le business des autres qui se crée. Parce que si vous avez lu certaines grilles de lecture qui ont été présentées, c'est l'entreprise. C'est à l'entreprise Gemalto qu'on a confié justement le projet. Est-ce que finalement on ne peut pas également voir un certain business qui va justement se créer pour voir comment ça va créer une espèce de renchérissement de ces différents acteurs-là. Et là, ouais, donc ce sont des éléments que l'on peut davantage poser en termes de problématiques à ce niveau. Bruno Defoe. Oui, merci. Merci Abeltine. Il est une chose certaine. Dans un pays, le pouvoir et l'opposition sont un couple. Et le couple a pour mission, je veux dire, l'opposition a pour mission d'observer, de critiquer, de proposer et de se préparer à gouverner. Voilà le rôle de l'opposition. Alors, lorsque j'ai dit, le mouvement démocratique Conseil national a fait plusieurs lettres ouvertes à M. Paul Biya, président de la République, dans le sens d'amélioration des conditions de vie des citoyens, mon ami Edouard trouve le moyen de dire que ça existe, donc je ne pouvais pas proposer. Non. Même si ça existe dans le monde, même si les puces existent dans le monde, ça existe. Oui, je dis même si ça existe. C'est pas vous qui avez créé. Je dis même si ça existe, c'est pas moi. De toute façon, c'est pas moi qui ai créé. J'ai dit, j'ai fait la lettre ouverte adressée à qui de droit pour dire, pour améliorer les conditions de vie des citoyens, pour les sécuriser davantage, il faut utiliser les puces électroniques. Et là, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de l'avoir fait, à moins que vous me le reprochez. Donc, une fois que c'est fait, je dis et je reprends. En ce moment, ça peut encore ressembler à ce que est en train de dire M. Bikoy. C'est-à-dire qu'il y a un business derrière. Il y a des expertises camerounaises capables de réaliser cette prouesse. Ça a été la même chose avec comment dirais-je, la biométrie électorale au Cameroun. Il a fallu aller chercher en Europe ceux qui devaient venir fournir. Ça n'a pas de sens. Véritablement, tout le monde, malgré le fait, la bonne volonté qu'ils ont, puisque nous nous réjouissons du fait qu'ils ont adopté les puces électroniques, ils vont l'élargir, c'est ce qu'ils ont commencé à dire, ils vont l'élargir aux personnes, aux matériels roulants, ainsi de suite. Et il faut également l'arrimer aux satellites qui vont circoncire notre territoire et pouvoir informer en temps et en heure les différentes structures. Et puis, cette puce doit comporter quoi? Parce que quelque part, on m'a interrogé sur notre plateau, parce que quand nous avons annoncé ça, il y a cela, plus d'un an, on nous a dit, mais vous rêvez, c'est une chose qui passe se faire. Vous rêvez, vous êtes... Voilà, aujourd'hui ça se fait. J'ai dit, ce qui est important de faire, c'est... On vous a découragé pour récupérer finalement le projet. Voilà, mais celui qui vous décourageait n'était pas sérieux. Parce que depuis 5 ans, les conteneurs pour le voilà, si vous voyagez avec les puces. S'il vous plaît, je termine. C'est pas possible. Laissez-moi chuter, Edouard. Laissez-moi chuter. J'ai dit donc que dans cette puce, il faudra faire attention aux libertés publiques. C'est important. Donc, moi, je pense que ces puces ne doivent pas être immédiatement mises en exécution maintenant sans passer par l'Assemblée. Ça devait être proposé à l'Assemblée parce qu'à l'intérieur, on peut mettre autre chose. Et je dis, quand on confie ça à une entreprise étrangère, ça veut dire qu'on confie la surveillance des citoyens camerounais à une entreprise étrangère. L'État doit maîtriser ces choses. Sur la question, l'État a rassuré que... Il doit donc les donner, à mon avis, aujourd'hui, à des citoyens camerounais qui... de par leur, de par leur présentation, leur carrure, présentent des éléments qui permettent de leur faire confiance. En fait, sur le sujet, je peux peut-être dire que le gouvernement a rassuré avec la sortie du secrétaire général de la délégation de la sécurité nationale qui a dit qu'il y aura un transfert de compétences et que les Camerounais vont peut-être eux-mêmes
participer donc à gérer tout cela avec une centrale où ce sont des Camerounais qui vont gérer donc toutes ces données. Mais moi, je reste sur l'objectif d'un projet. Alors, l'objectif du gouvernement dans ce projet, si on a bien compris, c'est de sécuriser. Oui. Mais on peut pas, je voudrais bien qu'on comprenne, c'est aussi le rôle d'éclairer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en train de rechercher cet objectif avec les cartes puces qui ont été mises, qui seront bientôt délivrées dans quelques semaines ou peut-être dans quelques jours, quand on sait qu'il y aura d'autres qui auront des cartes ordinaires et qui vont les avoir pendant longtemps encore, quand on sait que les actes de naissance très très frauduleux vont continuer à piluler dans... est-ce qu'on est encore dans la recherche d'objectifs? Alors il s'agit des slogans, de dire qu'on a fait sortir une nouvelle carte, on est des petites choses comme ça pour peut-être nous amener dans des pistes qui ne sont pas certainement les pistes dont on recherche. Est-ce qu'on est encore là dans la recherche d'objectifs de sécuriser la nationalité camerounaise aujourd'hui? On peut comprendre que chez les réfugiés ça sert, mais est-ce que dans les cartes nationales d'identité ça servira? Oui, la question que tu poses est très importante, mais il faut comprendre une chose. Est-ce que c'était utile de sécuriser la carte nationale d'identité camerounaise ou la nationalité camerounaise tout court? Oui. Est-ce qu'il y avait nécessité, n'est-ce pas, de frapper du poing sur la table? Parce qu'il existe effectivement le faux et l'usage de faux dans la délivrance, dans l'établissement de la carte nationale d'identité aux étrangers résidents et non résidents au Cameroun. Oui, il y avait nécessité. Et là, je cite le délégué général à la Sécurité nationale en 2012. Je peux continuer la question. Est-ce que la mesure qu'on vient de prendre est efficiente? Est-ce que la mesure est efficiente? Oui, mais, à condition qu'un certain nombre de mesures soient implémentées, soient accompagnées et encadrées. Il y a l'encadrement juridique par la loi dont parlait M. Bruno Defaux. C'est important que les parlementaires puissent légiférer sur cette question-là, parce qu'elle est fondamentale, cela concerne les droits de l'homme. Absolument. Ça, c'est l'encadrement juridique. Mais également, il faut dire, il y a un aspect important que je dois souligner. Quand je rappelais ici la nécessité d'avoir, n'est-ce pas, des documents sécurisés, c'est parce que dans le passé, et notamment en ce qui concerne les élections au Cameroun, depuis un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que beaucoup d'étrangers possédaient la carte nationale d'identité et pouvaient voter, et voter même. J'ai été journaliste dans certaines régions, j'ai rencontré des étrangers qui ont voté avec la carte nationale d'identité du Cameroun. Et certains m'ont dit qu'après ils remettaient à ceux qui leur ont donné pour aller voter. Et ils votaient pour un seul parti, hein, le parti au pouvoir. Ça, ce n'est pas, c'est un secret de polichinelle. Donc j'ai dit la mesure est bonne. Je ne répondrai pas. J'ai dit que la nouvelle est bonne et j'espère que le gouvernement va faire très attention pour que la carte nationale d'identité ne se retrouve plus dans les mains des étrangers, des non-camerounais. Peut-être qu'il faudrait... C'est très important, il faut la sécuriser dans ce sens-là. D'où peut-être faire en sorte que les étrangers ne puissent pas avoir des actes de naissance. Puisque certains n'avaient pas remis ces cartes nationales d'identité. Parce l'acte de naissance, on fait la carte nationale d'identité. Oui, allez, Edouard Fauchiffé, pour sortir de ce sujet, on va dire un mot avant de partir sur les Jeux Olympiques. Alors, pour sortir de ce sujet, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables pour que ce nouveau projet, cette réforme marche selon vous? Comme nous avons dit, pour ce projet noble, il faudrait aujourd'hui former, il faut la formation, il faut que tous les Camerounais, comme j'ai dit tout à l'heure, qui comprennent qu'il faut sauvegarder la nationalité, parce que ce n'est pas un problème de l'État, c'est un problème des Camerounais. Un Camerounais ne peut pas accepter aujourd'hui vivre avec un frère tchadien qui a la carte nationale d'identité du Cameroun. Donc ça veut dire qu'il faut que les Camerounais deviennent eux-mêmes aujourd'hui, qui prennent normalement cette notion de sécurisation comme leur problème. Et que cette décentralisation puisse aller rapidement, parce que s'il est vrai que on peut produire 600 cartes par heure, ça suppose que de maintenant jusqu'à la fin d'année, tous les Camerounais ont leur carte. Sauf que les Camerounais ne sont pas obligés de le faire, parce qu'on a dit que les cartes resteront valides jusqu'à... Oui, ça va se faire de manière progressive. Alors, très rapidement. De manière progressive. Voilà, on sort par ce sujet-là, je vous en prie. Un mot quand même, on n'a plus de temps, on a deux minutes pour refermer sur les Jeux Olympiques. On avait 24 athlètes à Rio de Janeiro, et on a vu que le Cameroun a du mal
je ne vais plus parler de démarrage, a du mal à sortir de ces jeux. Peut-être on a 2 défaites, on a 2 victoires seulement, pas de médailles. Et puis on n'a plus beaucoup d'espoir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Alors, Serge Biko, un mot sur ces Camerounais qui sont à Rio de Janeiro. Est-ce que vous pensez que déjà sur la base de l'effectif, on n'avait que 24 athlètes qui étaient à Rio de Janeiro par rapport, par exemple, à la Russie, dont beaucoup de disciplines avaient été interdites, qui étaient à 300. Si on peut dire que sur le plan numérique, des gens partaient très mal. Oui, on était déjà programmé pour échouer, parce que véritablement, il faut d'abord revisiter même le circuit de formation même de nos différents athlètes. Lorsque l'on voit dans quelles conditions défavorables ces derniers se situent, on peut davantage se poser des problèmes. Vous savez qu'au Cameroun, on a toujours décrié cette impréparation-là, cette improvisation, de même que l'amateurisme. Parce que lorsqu'on se rend davantage compte que généralement c'est à la dernière minute que l'on peut davantage s'activer corps et âme, mais et puis pour voir dans quelle mesure on peut justement sélectionner des athlètes et aller compétir. Or, il y a un processus qui devrait davantage être à long terme, en termes même de formation des différents compétiteurs. Il ne faut pas que l'on puisse davantage s'agripper à la dernière minute pour colmater, pourquoi ne pas le dire ainsi, certaines brèches. Parce que lorsque l'on voit l'environnement même sportif camerounais, aujourd'hui on ne cessera jamais de le dire. Il y a un culte singulier qui est accordé notamment au sport majeur, qui est le football, alors que d'autres représentants sont laissés à la mauvaise enseigne. Et là, ça pose un problème même en termes d'implémentation des différentes politiques sportives par rapport aux différents acteurs. Et aujourd'hui, lorsque l'on se retrouve sans médaille, carrément, presque sans victoire. Presque sans victoire. Ce sont des éléments qui frisent davantage à parler de la médiocrité, parce qu'en réalité, véritablement, nous sommes à l'heure où il faut davantage re-questionner le sport système en sportif général. camerounais. Oui, Edmond Kamga, un mot là-dessus, les Camerounais avec vraiment une prestation plus que limite à ces Jeux olympiques. Je le disais, on n'avait que 24 qui ont réussi à se qualifier. Il faut préciser que 12 c'est le sport collectif, puisque c'est l'équipe de volley, donc on avait environ 13 athlètes là-bas. Alors comment comprendre que l'on régresse comme ça? On parlera certainement des problèmes de gestion, d'argent, mais il y a beaucoup de pays africains qui rencontrent les mêmes problèmes, mais qui, d'une certaine manière, se font quand même remarquer à ces jeux-là. Comment comprendre la débat camerounaise? Il y a des pays qui sont distingués. Il y a l'Afrique du Sud, le Maroc. Exactement. On voit, je regardais il y y a quelque temps une Ivoirienne qui jouer les finales de 100 mètres. Exactement. Marie-Josée oui. Aouré. Comment comprendre? Qui était dans les finales. Non, tout simplement, c'est parce qu'au Cameroun, on attend toujours la dernière minute pour préparer nos athlètes. Parce que c'est une compétition qui se prépare 4 ans à l'avance. Les autres le préparent 4 ans à l'avance. Et dans toutes les disciplines. Mais est-ce que jamais au Cameroun on l'a fait? C'est-à-dire que décider que bon, les Jeux sont terminés, on se prépare pour les prochains Jeux. Dès aujourd'hui, on recherche des personnels qualifiés, des enseignants. On en forme dans toutes les disciplines, la théorophilie, l'athlétisme, le football et tout et tout. Non, en réalité, c'est un problème managérial. Mais au niveau des pouvoirs publics. Et comme c'est régulé, on se rend bien compte qu'on ne tire jamais les leçons du passé et c'est dommage. Très bien. Bruno Defort, avant, on va sortir par vous. Oui. Un mot, 30 secondes. Rapidement, pour dire que tout ce qu'elle m'a dit est une réalité. De toute façon, moi, je ne peux pas finir là sans dire que dans tout ce que vous avez débattu depuis le début, c'est-à-dire que l'histoire de la BICET, que vous avez tout dit, mais vous n'avez pas demandé au ministère des Finances son compte rendu de cette situation. Son contrôle à lui, il n'a pas fait. Donc, c'est une parenthèse. Et je redis tout simplement que vous m'avez parlé tout à l'heure, parce qu'il a dit ce qu'il fallait dire. Oui. J'ai dit, ce qui est important, c'est que je vous dise, c'est que la COACIT. La COACIT est la coalition citoyenne pour le Cameroun, et qui a pour but de lutter contre les abus de biens publics. Merci. Et pour cela, nous avons également lancé l'opération 15 millions d'électeurs. Très bien. D'accord. On reviendra là-dessus. Okay. Oui, allez-y pour sortir. Je crois que les Jeux olympiques, qu'on reste au niveau de la conception des Jeux olympiques, c'est la participation, c'est une réunion des nations qui veulent en même temps vivre. La victoire vient après. Je crois que l'idée de... L'essentiel, c'est de participer. L'essentiel étant de participer. Donc, il ne faut pas rechercher la médaille. Mais le médaille servent à quelque chose. Vous avez dit quelque chose. Nous sommes 13. Ça veut dire que nous ne sommes pas comme les nations de 230 où il y a 150 qui sont dopés. Au moins, la certitude que nous avons, c'est que les 13... Une excuse. Les 24 à 13, parce les que... 13, oui, les 13, c'est important, c'est comme vous l'avez dit. Oui. Ça veut dire que le Cameroun n'a amené à ce rendez-vous de l'histoire
de mouvements sportifs qu'un nombre restreint dans le concept soit de gagner. Comme vous avez dit, on a déjà eu 2 petites victoires, pas de médailles, mais beaucoup plus de participer et de porter encore plus haut le nom Cameroun. Alors, nous aurons quand même pas eu la médaille de la déception avec ces Camerounais qui fuient, puisque tous nos athlètes sont encore en place. Les Jeux ne sont pas encore terminés, mais on espère qu'on rentrera tous au bercail. Merci à vous d'être venus, monsieur. Merci à Virdois Fauchivé d'avoir fait le déplacement. Merci Serge Bikoy d'être venu. Serge Aimé Bikoy. Merci à vous, Bruno Defo. Merci Edmond Kamga. Merci à vous, chers téléspectateurs. Avant de repartir, merci particulièrement à notre technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Passez le bon moment en compagnie des programmes d'Equinox qui se poursuivent. Bon dimanche à tous.